vous dire quelques mots et répondre à vos questions. Écoutez, donc on a aujourd'hui adopté les conclusions de ce sommet et je voudrais dire exactement où on en est. D'abord, par lui-même, ce sommet du G20 est une première puisque c'est la première fois qu'un G20 se tient sur le continent africain. J'insistais là-dessus dès hier et je pense qu'il faut le voir vraiment comme un symbole déjà d'une avancée, d'une reconnaissance du rôle de l'Afrique dans le concert des nations. Et cela vient consacrer une réforme que la France aussi a beaucoup poussée ces dernières années, qui est de donner un siège permanent autour de la table du G20 à l'Union africaine, ce qui était le cas dans ce sommet. Et à soi seul, cet élément est important. Deuxième point, alors qu'il y avait beaucoup de menaces, de craintes, qu'il ne puisse pas y avoir de déclaration, une déclaration A19 a bien été établie. Vous savez, la délégation américaine n'est pas présente, mais elle a été adoptée ce matin. Donc ça, c'est les bonnes choses. La troisième bonne chose, c'est qu'il n'y a pas de recul sur les éléments de ce G20, qu'il s'agisse des sujets de climat, de cadre pour gérer la dette, etc. Ça, c'est pour dire les bonnes choses, ce qui rend important ce sommet de Johannesburg. Et vraiment, je remercie nos amis sud-africains d'avoir organisé celui-ci dans un moment très difficile, avec beaucoup de tensions géopolitiques. C'est, je crois, une étape qui était indispensable. Néanmoins, on voit, et je le disais ce matin, qu'on est vraisemblablement à la fin d'un cycle. On a du mal à mettre sur la table des compromis nouveaux. On voit tous les débats qu'ont pu avoir nos Sherpas ces dernières semaines sur des sujets qu'on croyait acquis. Et on voit bien les difficultés qu'on a dans l'ordre international. Gérer les conflits, on y reviendra sans doute, je pense qu'on se dira un mot de l'Ukraine, mais avoir une même vision de gérer les conflits, c'est-à-dire respecter la Charte des Nations Unies, soutenir la souveraineté territoriale. On voit les doubles standards qui parfois existent autour de la table sur l'un ou sur l'autre des sujets. Je crois à cet égard que la position de la France est une position d'unité et de cohérence. Nous sommes pour le même standard partout, c'est-à-dire que du Soudan à la Palestine et Israël, en passant par l'Ukraine, on défend l'intégrité territoriale, la souveraineté des nations, la dignité humaine. Bon. Mais on voit bien que ces sujets ont du mal à avancer. Et ensuite, je faisais le constat ce matin qu'on a au fond une économie internationale qui est aujourd'hui très désorganisée. Des guerres tarifaires, de la surproduction et des surcapacités, des manques d'investissement, des inégalités qui progressent dans certaines régions du globe parce que des pays sont écrasés par le poids de leurs dettes. Et donc, ceci suppose des réponses plus vigoureuses que celles qu'on est en train d'apporter. Et donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois, en consolidant sur ces éléments défensifs qu'on a pu signer aujourd'hui, mais en perspective du G7 que la France aura à présider l'année prochaine. Le premier élément, nous avons d'ores et déjà lancé un travail important pour revenir sur les causes profondes de ces déséquilibres internationaux. Il faut qu'on ait la même lecture entre Chinois, Américains, Européens, Africains, sur qu'est-ce qui ne va pas dans l'ordre économique mondial. Si on n'a pas la même lecture, chacun va y aller de sa réponse. Les uns mettront des tarifs, les autres continueront de surproduire, on ne va rien régler. Et c'est d'ailleurs l'origine même de nos coopérations internationales. Le G7 est né d'une nécessité de coordonner les économies développées sur le plan monétaire et financier, et le G20 est rené quand il a fallu régler la crise des dettes souveraines, il y a une quinzaine d'années. Là, je crois qu'on est à un moment où on peut relégitimer le G7 et le G20 si on sait apporter ces réponses-là. Donc il faut faire ce travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus entre nous. Premier chantier. Le deuxième, il faut absolument bâtir un cadre commun sur les minerais critiques, les chaînes de valeur, la réindustrialisation pour les pays en voie de développement et émergents. Parce qu'aujourd'hui, on voit une division du monde, une prédation sur les minerais critiques et les matières premières qui est un vrai problème et qui crée beaucoup de tensions. Troisièmement, il faut conserver et utiliser le cadre qu'on s'est donné pour restructurer les dettes. Ça, c'est un acquis du G20 de ces dernières années. Et c'est clé pour sauver beaucoup de pays, en particulier en Afrique, qui sont sinon écrasés par cette dette. Et puis quatrièmement, nous voulons accélérer l'agenda que la France a porté dès 2021 avec le sommet sur les économies africaines et leur financement, puis ce qu'on a fait à l'été 2023 avec le pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, qui est de se dire on doit mieux utiliser nos instruments, il faut beaucoup plus se mettre sur justement l'aide aux pays en voie de développement à revenus intermédiaires. Et donc pour cela, la réforme de la Banque mondiale, la réforme du FMI, avoir plus de leviers et mutualiser nos actions entre toutes les banques de développement et banques régionales de terre. Je ne veux pas être plus détaillé, mais il y a un agenda possible pour être plus efficace collectivement et créer plus d'unité. C'est celui que j'ai indiqué là, mais il va supposer beaucoup de travail
théorique et politique dans les mois qui viennent. Si on veut avoir des résultats concrets, il faudra tenir cela indépendamment des urgences. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire sur ce G20. Il va se poursuivre ce soir et demain matin. Ensuite, j'irai au Gabon pour une visite bilatérale, puis je me rendrai à Luanda pour le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Je vais maintenant répondre à vos questions. Monsieur le Président, vous avez co-signé une déclaration avec d'autres leaders sur le plan de paix américain en Ukraine. Est-ce que ce plan de paix, à vos yeux, ne présente pas un risque de capitulation, à la fois pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Européens? Alors, il y a un plan de paix qui est arrivé, qui reprend des idées qui sont assez familières, soit qu'elles aient pu être partagées ou pas. Il est bon dans le sens où il propose la paix et il reconnaît des éléments importants sur des questions de souveraineté, de garantie de sécurité et autres. Mais c'est une base d'un travail qui doit se reprendre, comme on l'avait d'ailleurs fait l'été dernier. Parce que ce plan aujourd'hui, d'abord, n'a pas été négocié avec les Européens. Or, il stipule pour les Européens beaucoup de choses. Les actifs gelés sont détenus par les Européens. L'intégration européenne de l'Ukraine, c'est dans la main des Européens. Savoir ce que fait l'OTAN, c'est dans la main des membres de l'OTAN. Donc il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas simplement être une proposition américaine, qui suppose une concertation plus large. Donc je pense qu'il faut d'abord dire, nous voulons tous la paix, et on est cohérent. On veut que cette paix soit robuste et durable. Donc pour ça, il faut des éléments qu'on a déjà posés à plusieurs reprises. Et donc c'est pourquoi, dès demain matin, les négociateurs américains arriveront à Genève, l'équipe de négociation ukrainienne s'y rendra, et l'équipe de négociation de l'Union européenne, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la France s'y rendront pour pouvoir remettre autour de la table de la substance et réconcilier toutes ces vues. Mais je pense que toute initiative qui va vers la paix est bonne. Maintenant, nous savons à quelles conditions cette paix est acceptable. Il faut qu'elle prenne en compte les éléments qui permettent une paix juste et durable pour les Ukrainiens et qui prennent en compte les éléments de sécurité pour tous les Européens. Pourquoi ce plan serait inacceptable? Je ne vais pas pré-négocier pour ce que font nos Sherpas, mais on voit bien qu'il y a des éléments sur la limitation du format de l'armée ukrainienne, donc de sa propre souveraineté. On sait que s'il n'y a pas les éléments de la dissuasion, les Russes reviendront et trahiront leurs promesses. Nous l'avons vu à plusieurs reprises, et en particulier en ce qui concerne l'Ukraine en février 2022. Donc nous voulons la paix. Je pense qu'elle doit commencer par un cessez-le-feu. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut essayer d'avoir à court terme. Je constate que depuis mars, où le président Zelensky a donné son accord sur le cessez-le-feu, c'est la Russie qui a toujours dit non. Mais on a des éléments qu'on avait déjà retravaillés d'ailleurs, et au printemps-été, et après la rencontre qui s'était tenue à Anchorage. Donc voilà, on va recréer un moment de reconvergence pour essayer d'avoir un texte commun. Monsieur le Président, de l'Afrique, de l'Europe en Afrique, vous avez organisé la conférence pour la paix humanitaire en République démocratique du Congo, mais depuis, même dans ce sommet, vous n'en avez pas parlé. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes à quel niveau? Combien collecté? Ou bien qu'est-ce que les acteurs doivent faire? Alors, je me permets de juste corriger votre propos. J'ai parlé, en parlant des crises, des Grands Lacs et du Soudan. Donc je veux rassurer le continent africain qu'on ne doit pas oublier les guerres qui s'y jouent, et donc j'ai bien parlé de ce qui se passe, de manière aussi rapide que pour l'Ukraine et le Proche-Orient, parce que ça n'était pas l'objet premier de la discussion de ce matin, mais j'ai pu l'évoquer. À Paris, nous avons avancé avec cette conférence humanitaire qui a donné d'abord qui a mobilisé de l'argent dans un plan qui n'était pas financé. On a largement dépassé le milliard d'euros. On était à 1,5 milliard, merci Monsieur le Ministre, précisément. Avant le sommet, on était à 150 millions d'euros. Donc on a fait x10 sur le soutien à l'humanitaire en République démocratique du Congo. C'était une nécessité, il faut qu'on continue d'avancer, la situation est terrible dans tout l'Est et dans les Kivu. Maintenant, on avait aussi posé des points opérationnels comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes sur le sujet humanitaire de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer, et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Faure Gnassingbé, qui a été mandaté par le président Lourenço, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar,
et la médiation qui vient de marquer un pas important, et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. Sur l'Ukraine, permettez-moi de revenir sur... l'Afrique du Sud n'a pas été convié aux discussions sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on est en Afrique du Sud, c'est un pays médiateur dans la crise, et ils n'étaient pas là, ils n'ont pas été conviés. Alors c'est une manière très simple, parce qu'on parle de la sécurité de l'Europe, et donc ça a été une coordination entre Européens pour préparer les réunions de demain de nos Sherpas. Et donc, pour être très clair, comme il y a quelques pays européens qui sont actifs dans la discussion par souci d'efficacité, c'est tout à fait normal qu'on se coordonne. Et d'ailleurs, on a coordonné les Européens et aussi les partenaires de la coalition qui étaient présents et qui sont non européens. Marc Carney était là, la première ministre du Japon, pour ne citer que quelques exemples. Nous avons aussi acté, au-delà du processus, des décisions, et nous allons organiser